bien des dernières lectures que j'ai faites. Il y en a quelques-unes, je vous avoue, beaucoup de graphiques. Cet été ça a été assez compliqué, on va pas se mentir. Comme vous avez déjà dû le voir si vous suivez mes vidéos, je suis aussi autrice en plus de lire et je travaille dans la restauration. Donc dans une zone balnéaire, donc évidemment cet été c'était le gros boom puisque tout le monde est en vacances. Donc moi non, justement c'est l'inverse, je travaillais énormément. Donc j'ai fait beaucoup de lectures, mais pas assez à mon goût. Pour certains ça va être beaucoup, pour d'autres ça va être très peu. Parce que ouais, j'ai un rythme de lecture qui est assez intensif en règle générale. Mais là en ce moment, comme je vous ai dit, c'est compliqué. Parce que je passe mon temps à écrire pour que justement le peu de temps que j'ai en dehors de mon taf, qui c'est un 39 heures classique, eh bien puisse avancer aussi bien dans mes corrections que dans mes travaux édito, que dans la création pure en fait. Et il y a aussi à compter évidemment les réseaux sociaux que je dois alimenter, avec qui je dois, voilà, les devis avec les graphistes, la correctrice et tout. Enfin, bref, c'est tout un écosystème qu'il faut aussi travailler avec. Donc voilà, j'ai peu de temps pour lire, donc c'est ce qui explique aussi, comme je vous dis, que là, dernièrement, dans mes updates, vous voyez beaucoup de graphiques. J'en suis désolée, mais c'est comme ça. On va commencer du coup avec un petit livre qui pour le coup n'est pas un graphique. J'ai lu Toujours plus de Léna Situation. J'adore ses blogs d'août, j'adore regarder les vidéos de Léna en général. C'est une femme que je trouve géniale, inspirante. Et donc du coup quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre, je me suis dit faudrait peut-être déjà que je lise le premier avant d'acheter le second. Et donc je l'ai trouvé pas cher du tout sur Vinted, je crois qu'il était à 3 € et quelques. Et donc je me suis dit bon lisons-le et on verra bien du coup si ça m'intéresse, et j'achèterai le second. Donc vous le verrez dans un prochain book haul, mais en effet j'ai acheté le second. Pour celui-ci, pour Toujours plus, on est du coup, je vous avoue que je me retrouve pas trop parce qu'on est à l'époque où elle avait, je pense, dans la vingtaine. Donc elle nous donne beaucoup d'anecdotes sur elle, mais aussi justement comment faire en sorte d'attirer toujours plus le positif à soi, puisque beaucoup de personnes s'enferment en mode « oh il m'arrive jamais des choses bien et tout ». Mais en même temps, si tu ne te bouges pas le cul, c'est sûr que les choses ne vont pas venir à toi. Donc il y a un petit peu cette idée-là, sans voir trop le côté moralisateur que je viens de vous dire, mais voilà, le plus attire le plus. Donc bien qu'il ne faut pas être positif à outrance, comme je vous... Enfin voilà, faut pas non plus nier ces émotions négatives et tout, parce qu'elles sont très importantes, que ce soit la joie, la colère, la tristesse et tout. Aucune émotion ne doit être réprimée, il ne faut jamais refouler. Merci ma licence de psycho. Mais c'est vrai que il faut aussi savoir accepter des fois qu'il y a des moments où on est heureux et les accepter et les rayonner en fait, ne pas les garder pour soi et penser que même si des fois au pire il t'arrive des trucs qui sont pas cool, ok, tu te prends un temps, tu y réfléchis, en gros tu as le droit d'être dans ta tristesse ou dans ta colère ou dans l'émotion que tu as, mais après il faut rebondir, il faut avancer. Et en gros c'est ça le message qu'elle dit, c'est que même des fois quand il vous arrive des choses pas bien, c'est quoi l'expression là déjà, c'est un mal pour un bien, voilà. Des fois il faut se dire que c'était pas le bon moment ou que c'était pas ce qu'il nous fallait à cet instant T, et donc du coup voilà. C'est un peu ça, le message de ce bouquin. J'aime bien, je vous avouerai, mais il n'est pas transcendant. J'attends de voir justement le prochain, le 2, pour, vu qu'elle a depuis grandi, mûri, voir les messages autres qu'elle veut véhiculer. J'ai lu La sorcière aux champignons, un petit manga tout mimi, tout cosy, que j'adore, et j'avais oublié qu'il allait avoir sa sortie. Du coup, je l'avais pas commandé. J'avais la petite carte qui va avec, qui est trop chou. J'avais oublié et quand je l'ai vu, j'ai fait ah mince. Du coup, je l'ai commandé rapidement. On est sur l'histoire, elle est pas là, d'une jeune fille qui a, en gros, dans ce monde-là, on a la magie blanche et la magie noire. Évidemment, la magie blanche est bien vue, la magie noire ne l'est pas bien. On a une jeune sorcière justement qui fait de la magie noire, mais en fait, elle, comment expliquer ça? Son toucher est toxique parce qu'en fait elle absorbe les choses qui sont toxiques, la chose, les miasmes. Par exemple, elle va absorber la jalousie dans l'environnement où elle est, elle va absorber l'envie, les rancœurs, voilà, vous voyez ce genre de choses, elle va les absorber et donc forcément du coup elle guérit la personne qui est en face d'elle ou le lieu qui est en face d'elle, mais du coup eh bien elle, à travers elle, elle devient toxique malheureusement pour les gens, bien qu'elle n'a aucune envie de l'être, et du coup derrière elle poussent des petits champignons qui sont eux-mêmes toxiques, puisqu'il faut bien que ça ressorte quelque part. Et donc elle est extrêmement mal vue, vous en doutez, par le village qui la considère comme une méchante sorcière noire. Mais c'est bien plus compliqué que ça, puisque justement quand elle va découvrir qu'il y a un enfant qui est maudit et qui lui aussi risque de devenir un sorcier noir, eh bien elle va le prendre sous son aile et elle va l'éduquer. Donc là on est dans le tome 6, il y a énormément de choses qui se sont passées depuis, je vous l'avoue. On est sur un tome qui, je sais pas trop quoi en penser, parce que eh bien, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, je vous avouerai. On n'est pas sur l'histoire de la protagoniste, justement, comme je disais, de la sorcière.
Donc comme je l'ai dit, cette sorcière, elle va éduquer un jeune garçon, et ce jeune garçon va se rendre compte qu'il existe un mythe qui lui ressemble beaucoup, et du coup il va se renseigner sur ce mythe, et donc on a toute l'histoire du mythe de ces deux personnages là dans ce bouquin, et on va trouver notre sorcière aux champignons. Donc je suis un peu... Voilà, je suis pas contente. J'ai hâte de retrouver ma petite sorcière aux champignons, même si on la voit 2 ou 3 fois. Voilà, c'est quand même le titre, merde, c'est elle la personnage principale. Mais bon, l'histoire est plutôt chouette quand même, on est sur un cosy, on est sur quelque chose d'assez mignon, assez doux, très automnal. Donc voilà, je le conseille évidemment, mais j'aimerais bien retrouver ma protagoniste. Voilà. J'ai fait un emprunt à la médiathèque, j'avais pas vu qu'il l'avait, et donc je me suis dit oui, enfin quelque chose qui pourrait m'intéresser. Donc Colossal, le tome 1, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui fait partie de la noblesse, mais qui, à l'inverse de ce qu'on peut voir ici, justement, quand on retire, elle, ce n'est pas les jupes, les froufrous et les galas qui l'intéressent, elle, c'est la musculation. Donc évidemment, elle n'est pas du tout en phase avec son milieu et son époque. Donc on va suivre son parcours, comment elle va essayer de vivre sa passion tout en se cachant, tout en même temps essayant de potentiellement déjouer les plans de sa mère qui veut absolument évidemment la marier et tout et tout. C'est assez chouette, c'est assez drôle, c'est plein d'humour. Le style graphique, je vous avoue, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Il est chouette, hein, j'aime bien, mais avec tous les webtoons et tout qu'on a désormais, je vous avoue qu'on a eu des styles graphiques un peu plus élaborés. Je ne serais pas capable de faire un 10e, mais bon voilà. Mais l'histoire est très chouette, et donc je vais très vite évidemment demander à la médiathèque le tome 2. Je crois qu'ils ont au moins jusqu'au tome 3 ou 4, donc je vais vite demander la suite. Ça fait du bien justement de voir des femmes qui sont en plus dans ce milieu-là, donc normalement elles devraient être hyper... et en fait non, pas du tout. Voilà, ça fait du bien de voir d'autres styles de représentation féminine. Donc voilà. Encore une autre représentation, mais là on est un peu plus dans la vibe automnale. J'ai enfin lu, parce que lui aussi je l'ai emprunté à la médiathèque. Morgana et Oz de tome 1. Je t'ai dit cette année, parce que l'année dernière j'étais en mode je sais pas si je l'achète, c'est un début, nanana. J'ai vu que le tome 3 allait bientôt sortir. Donc je me suis dit, allez Elodie, cette année tu l'achètes. Et quand j'ai vu qu'à la médiathèque ça avait le tome 1, je me suis dit, yes 15 € d'économiser. Oui, parce que le webtoon ça a quand même un certain coût. On est donc sur l'histoire d'un monde où 2 clans s'affrontent. On a d'un côté les sorcières et d'un autre côté les vampires. Donc comme vous pouvez le voir, on a Morgana qui fait partie des sorcières et on a Oz qui fait partie des vampires. Ils vont essayer de faire une espèce de pacte, une espèce de paix. Il va y avoir un grand dîner qui va être organisé pour ça. Sauf que, eh bien, tout ne va pas se passer bien comme prévu dans ce dîner, tout va voler en éclats, et eh bien, notre petite sorcière, qui est très maladroite, qui n'arrive pas du tout à faire ses sorts comme elle devrait le faire, malgré qu'elle fait partie d'une grande famille de sorciers, eh bien, un moment de panique, eh bien, va transformer Oz en chat. Voilà, je sais pas si on a le petit moment où il est en chat. Et donc, elle va essayer après, tant bien que mal, de défaire son sort, mais ça va pas être si facile que ça parce qu'elle ne sait même pas comment elle a fait. Voilà, donc on a une petite histoire entre cette sorcière qui est maladroite et qui n'arrive pas à retransformer ce vampire en chat, et ce vampire qui se rend compte qu'en fait, eh bien, tout ce qu'il pensait n'était pas si vrai que ça, et que finalement, parce que évidemment les vampires accusent les sorciers de tous les maux, et les sorciers accusent les vampires de tous les maux. Donc on va se rendre compte qu'il y a peut-être beaucoup d'intrigues et de complots d'un côté comme de l'autre. Et donc voilà, c'est assez chouette, et je suppose qu'on va commencer par une petite amitié. Mais j'avoue qu'au vu des dessins de la fin, si elle nous fait pas une romance, je la tue l'autrice. Voilà, donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite. J'ai continué aussi des sagas, j'ai continué la nouvelle chef de clan, on est sur le tome 5. Et vous voyez, comme je vous parlais de graphisme, au niveau des graphismes, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus développé, et c'est ça quand je parle de webtoon et voilà, du graphisme beaucoup plus détaillé, développé. Donc la nouvelle chef de clan, on est sur l'histoire de cette jeune fille qui fait partie justement d'une aristocratie et qui elle est une bâtarde de cette famille, les Lombardi. Mais à son 20e anniversaire, elle va se rendre compte que sa famille est complètement désargentée et elle va mourir. Donc elle va décider au moment de mourir que si elle pouvait avoir un vœu, un souhait, ça serait de retourner dans le passé et de changer les choses. Évidemment, on est sur un trope de réincarnation, donc c'est ce qui va se passer. Elle va retourner dans son corps quand elle était toute petite et elle va décider du coup de changer les choses pour faire en sorte que ce soit elle l'héritière du clan, même si c'est une bâtarde, de montrer qu'elle a les capacités pour et bien faire en sorte justement de garder son clan élevé et même voilà. Donc elle va mettre en place toutes sortes de choses, et en l'occurrence, il y a 2 héritiers, un héritier qui est légitime et un héritier qui n'est pas légitime. Et elle sait les capacités de l'héritier illégitime et comment l'héritier légitime est nul, donc du coup elle va essayer de se rapprocher, comme vous pouvez le voir à la couverture, de l'héritier illégitime et le faire devenir légitime. Bref,
Vous vous en doutez, il y a toutes les intrigues, des complots, nanana. Dans les 4 premiers tomes, du coup, ils sont vraiment petits. Donc voilà, là on commence justement à les voir grandir. Je crois qu'on a plusieurs mois, voire années qui sont passées, peut-être bien 3 ans. Et donc on commence à aller doucement vers l'adolescence et on commence doucement à avoir des petites prémices de romance. Voilà, j'ai très hâte que ça avance par contre parce que justement on voudrait passer un petit peu plus, voilà, hein, on voudrait que ça avance un peu plus vite. Mais bon, si ça avance plus vite en même temps, ça veut dire qu'on aura moins de tomes et voilà. Donc j'ai très hâte, j'ai beaucoup aimé, j'apprécie énormément, aussi bien le style graphique que l'écriture, que tout. Donc je veux la suite, rapidement, si c'est possible. J'ai lu le dernier tome de Fangirl, le tome 4, et eh bien, puis déception pour moi, je vous avouerai, que je pense que, ouais voilà, je vais m'en séparer, hein, on va pas se mentir. Fangirl, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui a une jumelle et qu'elles vont toutes les deux rentrer à l'université. L'une est extravertie au possible, celle qu'on ne suit pas, mais celle qu'on suit est plutôt introvertie, voire asociale même, qui a énormément du mal avec les gens justement, qui a beaucoup d'anxiété à ce niveau-là, et qui du coup se renferme dans l'écriture de fanfiction, et pas n'importe quelle fanfiction, de, je sais plus, comment ça s'appelle, Snow et je sais plus combien, Baz, voilà, Snow et Baz, je crois que c'est un vrai bouquin qu'elle a écrit, l'autrice Carrie Hon. Et voilà, elle écrit du coup des fanfictions autour de ce bouquin et c'est vraiment son univers. Elle va rentrer dans des études à l'université de littérature et quand elle va proposer ses fanfictions à sa prof va lui dire non mais c'est pas ça, en fait ça c'est du plagiat. Moi je veux que tu écrives vraiment ton histoire à toi avec tes propres personnages et tout. Donc pareil, ça va remettre pas mal de choses en perspective et il va y avoir aussi toute la phase universitaire, donc toutes les premières fois qu'elle va pouvoir faire. C'est assez intéressant, on a une famille qui est très complexe, avec beaucoup de problèmes, que ce soit du côté du père, de la mère ou de la sœur, enfin, chaque personne a ses propres traumas et c'est très, pour le coup, très réaliste, voilà. Il n'y a personne qui est lisse dans cet univers. Le love interest, je sais pas trop quoi en penser en fait, parce qu'il y a des côtés hyper green flag et il y a des côtés très red flag en fait. Il est pas... J'arrive pas à le mettre dans une bonne catégorie. Donc je sais pas trop quoi penser de lui et bah voilà, je me suis pas plus attachée que ça au personnage, j'ai bien aimé découvrir, mais voilà, je pense que ouais, je vais m'en séparer de celle-ci parce qu'elle était chouette, mais pas au point de vouloir la garder. On continue dans les suites, nous avons, j'ai lu Hirano et Kaguya, le tome 4. Et bien que dire que j'aimerais bien que ça avance plus vite pour le coup, là les japonais vous me saoulez. Mais après vu que l'autre là c'est Hirano et je l'ai plus là, Sasaki Hirano, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Je sais qu'il y a bien eu entre les deux personnages avant le tome, je sais plus, c'est 7 ou 9. Donc je sais que là aussi ça va être hyper lent avant d'avoir quoi que ce soit, mais c'est quand même assez frustrant, je vous avouerai. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite, mais je peux pas vous dire grand chose que si ce n'est que ça n'avance pas. Voilà, j'aimerais bien que la romance avance enfin. Parce qu'en gros, on est sur une colocation entre un premier et un terminal, ou un second... Non, un second et un terminal... Non, attends. Au début, c'est un second et un premier, voilà. Et là, du coup, ils vont passer justement en première et en terminale. Donc, il y a possibilité qu'ils changent de chambre. Mais vu qu'ils s'apprécient bien, il y en a même un qui est amoureux de l'autre, qui a fait sa déclaration d'amour, et que l'autre, il a dit en mode, non, je veux pas de toi, mais je t'apprécie quand même. Ils veulent rester dans la même chambre. Donc il faut qu'ils travaillent plus pour leurs examens, pour avoir des bonnes notes, pour avoir la possibilité de rester dans la même chambre. On est sur cette histoire-là dans ce bouquin-là. Donc c'est chouette, mais voilà, ça avance pas. Il y en a un qui est toujours amoureux, et l'autre, il n'est pas amoureux. Voilà, ça me saoule. Merde, on veut de l'amour, on veut du love. En parlant de love, donc j'ai continué aussi Oni Lemon Soda, le tome 10. Et là, pour le coup, du love, on en a. Et ça fait zizir. Pareil, celui-là, ils ont mis beaucoup de temps avant de se mettre ensemble, mais maintenant ils sont ensemble déjà depuis 1 ou 2 tomes, et que dire que c'est trop chou, voilà, c'est trop chou, on adore. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui a énormément de mal à montrer ses émotions, à tel point qu'elle s'est fait harceler quand elle était au collège, on l'appelait La Pierre, et quand elle allait au lycée du coup, elle avait peur d'avoir cette même chose qui lui arrive, sauf qu'elle était dans un lycée bien précis, il n'est pas là. Mais justement, le gars qui devient son love interest lui a dit que si elle était dans un lycée de snob, elle allait encore être harcelée, alors que si elle était dans son lycée, en gros des bas quartiers, il serait là pour l'aider. Et donc, c'est ce qui va se passer. Elle va aller dans ce lycée de bas quartier, malgré qu'elle est pas un génie, mais presque, elle est hyper intelligente. Et bien, il va la prendre littéralement sous son aile. Et voilà, c'est au début une petite amitié, mais qui se transforme vite justement en amour. Et elle va vite tomber amoureuse de lui. Et lui, même s'il le dit pas, on le voit bien dans tout ce qu'il fait, qu'il se comporte pas avec elle comme il se comporte avec ses autres amis. Donc on sait que c'est aussi qu'il est aussi amoureux d'elle. Et au bout d'un moment, voilà, il va lui mettre les cartes sur table en mode mais on n'est pas amis en fait.
Voilà, donc ils vont sortir ensemble et c'est très chouette. Donc petit shoujo qu'on adore, je suis très contente. Et voilà, j'ai hâte de continuer à voir leur histoire se développer, c'est trop chou, c'est trop chouette, on adore, on en veut plus des doudous comme ça. Voilà, c'est une lecture doudou, une lecture bonbon qu'on adore. J'ai avancé aussi les carnets de l'apothicaire, j'ai lu le tome 15, donc le dernier qui vient sortir. C'est un peu dur de vous parler sans vous spoiler l'intrigue. On est sur l'histoire d'une jeune fille, comme vous pouvez le voir, Mao Mao, qui va rentrer dans le harem de l'empereur, tout simplement, pour servir de domestique, hein. Sauf qu'elle a des talents justement au niveau apothicaire, détecte des poisons et tout, et elle est très intelligente aussi, donc elle aime beaucoup mener l'enquête au niveau des intrigues, des complots politiques et tout. Bref, donc quand elle va rentrer dans le harem où il y a 4 concubines, 4 maîtresses importantes de l'empereur et puis évidemment plein d'autres petites concubines plus annexes, mais qui du coup se vouent une guerre un peu, pas un peu totalement, parce que les faveurs de l'empereur potentiellement vont faire qu'il va coucher avec elle et qui va leur permettre de faire un héritier et donc d'instaurer leur famille avec plus de poids, forcément, si elles accouchent de l'héritier. Vous comprenez les bails. Donc il y a toutes des intrigues politiques justement entre ces différentes concubines, maîtresses et tout. Et elle essaie justement d'être là en mode « Calmez-vous, c'est pas la peine de vous empoisonner, de vous entretuer !» Donc c'est assez chouette. Mais pour l'aider, évidemment, Mao Mao va être toute seule, il va y avoir une espèce d'eunuque. Je dis bien un espèce d'eunuque parce qu'on se va rendre vite compte que c'est pas un eunuque et on se rend vite compte aussi, enfin en tout cas, si vous lisez entre les lignes, moi depuis le début j'ai compris son identité, là on commence à la fin à nous dire mec, faudrait peut-être que t'arrêtes de jouer à double jeu. Gars, on sait depuis le début c'est quoi ton identité. C'est pas de nous faire un petit effet dramatique en mode un petit cliffhanger à la fin, on sait t'es qui, depuis le début on sait t'es qui. Bref, voilà, donc j'ai très hâte de voir parce que justement au fil des aventures, petit à petit, ce gars se rapproche d'elle, de Mao Mao, et lui, on voit très clairement qu'il est très attaché à elle, voire qu'il commence carrément à être amoureux d'elle, alors que elle, vu qu'elle est dans son monde, dans son univers, dans ses poisons, dans ses champignons, dans ses scorpions et tout, on voit pas trop qu'elle est attachée à lui. Elle se doutait un petit peu de son identité parce que elle a compris elle aussi que c'était pas un eunuque. Et or, c'est interdit. Un homme ne peut pas rentrer dans le harem de l'empereur, sous réserve justement qu'il se tape les concubines de l'empereur, donc c'est forcément des eunuques. Donc comment ça se fait que ce type et puis passer la sécurité alors qu'il n'est pas un eunuque? Vous avez compris vous aussi? Mao Mao commence à comprendre qu'il y a un tourloupe, qu'il n'y a pas les nôtres au gravillon. Donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite pour justement voir ce qu'il en est. J'ai avancé une autre saga aussi, j'ai lu L'amour est dans le thé, le tome 8, comme vous pouvez le voir. Cette histoire, on est sur cette jeune fille qui eh bien, est fiancée à un homme, mais qui a une vision très arriérée des femmes. Il lui a dit, quand on va se marier, de toute manière, tu vas rester à la maison, tu vas arrêter de travailler et tu vas t'occuper de moi. Sauf qu'elle, c'est pas du tout ce qu'elle avait envisagé, donc elle retourne dans sa famille, elle met fin à ses fiançailles et elle va retourner dans la plantation de thé de sa famille, qu'elle pensait que c'est son frère qui s'en occupait, mais que nenni. Son frère est enfermé dans sa maison à écrire un manuscrit, il ne s'occupe même pas de sa propre fille, sa nièce à elle. C'est cet homme-là qui est du coup le gérant d'une plantation de thé à côté, qui s'occupe de celle-ci en même temps, puisqu'il se rend bien compte que sinon, eh bien, elle est à l'abandon, et que le père ou le grand-père, je sais plus d'eux, était son mentor à lui. Donc un peu en mode, je suis redevable envers cette famille, je m'occupe de la plantation de thé, parce que l'autre, il en est visiblement pas capable. Donc elle, quand elle revient, eh ben, elle se dit, ouais, mais en fait, c'est quand même ma plantation, mec, donc ok, d'accord, apprends-moi à faire ce qu'il faut faire, mais comme c'est quand même ma plantation, ou la lumière, j'aimerais quand même m'occuper de chez moi. Donc lui, par contre, on est d'accord que c'est un grumpy de ouf. Il est très bon, très expert dans ce qu'il fait, mais il sait pas parler. Très clairement, on est sur l'ours mal léché au possible. Et elle, c'est la jeune fille très dynamique qui veut faire bien, mais qui malheureusement, la Sunshine, qui est très maladroite. Donc voilà, on est sur ces deux personnes. En plus, il y a une différence d'âge, qui veulent tous les deux bien faire pour cette plantation de thé et qui en plus aiment particulièrement tous les deux la petite nièce, voilà, cet enfant là que vous voyez juste derrière, qui est aussi le lien entre les deux. Et petit à petit, forcément vous vous en doutez, c'est un shoujo, donc on va avoir une romance entre les deux. Le problème, c'est la miscommunication. Vu qu'on a un ours, eh bien c'est dur de lui faire dire les choses, c'est très très dur. Donc là c'est dur. Après c'est dur, mais le gars en fait justement il est dans l'action. Il ne dit rien mais il est dans l'action. Il fait les choses. Donc c'est rare. Mais quand on a là on a des moments là au moment où justement il fait. Et là t'es en mode... Ah là il fait pas pitié mon petit cœur le gars. Mais avant t'as envie de lui foutre des tartes quand même. Parce que c'est quand même pas compliqué. Alors là il est capable de dire à son ex qu'il est amoureux d'elle. Mais il n'est pas capable de dire à elle qu'il est amoureux d'elle. Voilà tu vois. Donc c'est des genres de petits trucs comme ça qui font que
J'adore, ben attends, je suis énervée après les personnages parce que ça pourrait avancer tellement plus vite s'ils parlaient, mais non. Après, c'est aussi un autre univers, je me dis aussi, justement, c'est une culture assez japonaise, donc c'est normal que ça n'aille pas aussi vite que les occidentaux, ce n'est pas dans leur culture, mais quand même, je suis un peu chafouin. J'ai fait d'autres lectures, évidemment. J'ai lu, du coup, Métamorphe, Love Story, donc du coup, le tome 2, je crois que je vais vous présenter le tome 1 dans le précédent update, je pense. Voilà, que vous dire que, eh bien, c'est la suite. Oui, j'ai pas pu m'empêcher, j'avais lu le tome 1, j'ai directement enchaîné avec le tome 2. On est sur l'histoire de ces deux jeunes gens. Elle, c'est une fille très populaire au lycée, et lui, à l'inverse, c'est le geek, le nerd. Celui-là, vous savez, un peu comme dans Stranger Things, qui joue au fin fond de sa cave à des jeux de rôle. Et donc, les deux ne se côtoient pas au lycée, jusqu'au jour où dans la même rue, et ils vont être tous les deux ensemble par le fruit du hasard, ils vont avoir des déchets toxiques qui vont être propulsés sur leur peau, et qui vont les transformer tous les deux, elle en loup-garou, et lui en vampire. Et quand ça va leur arriver et qu'ils vont se rendre compte du secret de l'un et de l'autre, ils vont se dire « vu qu'on est dans la même galère, ce serait peut-être bien qu'on cède ». Justement, c'est ça qui se passe dans le tome 1. Et dans le tome 2, eh bien, c'est justement la découverte de comment ça se fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus et comment ils vont faire en sorte de garder leur secret secret, tout en étant assez proches, alors que normalement, ils ne le sont pas du tout, vu que, comme je vous dis, elle, c'est la populaire et lui, en gros, c'est pas la populaire. Leur bande de potes, justement, se pose des questions en mode « Mais qu'est-ce que tu fais à traîner avec cette personne, quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as changé ?» Parce que lui, justement... avant, ça le dérangeait pas d'être en plein soleil, maintenant qu'il est en vampire, il se met énormément de vêtements et tout sur lui. Elle, pareil, elle a des excès de colère, de rage et tout. Elle a une pilosité aussi qui augmente, alors pour une fille populaire, c'est pas la joie. Vous voyez, ce genre de choses. Et les deux, en même temps, se rapprochent l'un de l'autre à cause du secret, mais aussi en même temps parce qu'ils découvrent des facettes qu'ils ne connaissaient pas de l'autre. Parce qu'ils avaient évidemment le masque public qu'ils avaient l'un de l'autre, mais... Voilà. C'est assez chouette, c'est de la jeunesse, hein, on va dire, c'est pas non plus extrêmement développé, mais j'aime bien les messages qui s'y sont passés, donc voilà, je suivrai la suite avec attention. On continue. J'ai lu un assistant de rêve, le tome 1. Oh là là, je sais pas quoi en penser en fait. C'est ça. On est sur l'histoire de ce type qui est un espèce de chaman. En fait, il est capable de rentrer dans les rêves des gens et de défaire les cauchemars et les nœuds qui sont autour, qui vous font des traumas, quoi. Donc on a ce côté un petit peu chamanique. Mais le problème, c'est que quand il exerce son pouvoir, il y a évidemment une contrepartie. Et cette contrepartie, selon le chaman, ce n'est pas toujours la même chose. Il y en a, ça va être des excès d'alcool, des excès de bouffe. En général, c'est un excès, mais un excès de quoi, on ne sait pas. Et lui, quand il va faire sa première expérience, eh bien justement, il va avoir besoin d'un assistant, au cas où aussi il a un excès qui lui arrive. Et en fait, eh bien, il va découvrir que son excès, lui, c'est le sexe. Et donc son assistant, ben voilà, hein. Je vous fais pas de... Hein, c'est écrit, hein. Enfin, ça se voit, qu'est-ce qui va se passer. Et donc on va avoir cette relation comme ça entre lui et son assistant qui va se nouer au fil des consultations, parce qu'il a besoin justement de ça pour évacuer un petit peu. Mais en même temps, il n'accepte pas d'avoir besoin de ça, parce que c'est pas du tout dans sa personnalité. Lui, justement, c'est le gars très froid, c'est le ice, et à côté, c'est le grumpy, et puis lui, c'est le sunshine à côté. Donc il n'accepte pas d'avoir ces besoins-là, et l'autre à côté, il est mort de rire en mode, c'est pas grave, en fait, je suis payé pour ça. Et au contraire, on pourrait tous les deux procurer des profits à ce que ça se passe bien. Voilà, donc dans le premier tome, on a cette relation assez spéciale qui se joue entre les deux, parce que tu as le côté employeur-employé, le côté grumpy sunshine, mais en même temps, il y a un côté un peu forceur, sans trop... Je sais pas trop comment l'expliquer, mais la relation... Et en plus, au niveau familial, il y a des relations hyper toxiques là-dedans. Le frère là, je le sens pas du tout. Je l'aime pas, le frère du chaman, je le sens pas du tout. Donc voilà, je sais pas si je lirai là-dessus, je vous avoue, parce qu'ils sont quand même à 21,90 €. Hein, ça, je tiens à le dire aussi. Celui-là, je l'ai acheté sur Vinted moins cher quand même. Déjà, de base, un webtoon, il est dans les tours de 15 €. J'accepte parce que c'est un graphique coloré, tatati. Mais là, 21,90 €, les gars, pour ce prix-là, je peux avoir un brochet. Voire même certains collectors. Donc, ça fait un peu cher, je vous avouerai. Donc, je sais pas si je vais lire la suite, parce que je ne le trouve pas sur Vinted, justement. Je m'étais dit, si je les trouve sur Vinted pas cher, why not? Mais pour le moment, le seul que j'ai trouvé sur Vinted, ils veulent pas les vendre. Donc, vous savez, les lots séparés, ils vendent toujours avec le tome 1. Mais vu que j'ai déjà le tome 1, je vais pas l'acheter.
Donc voilà, je sais pas si je vais continuer ça ou pas. On continue avec Nina au royaume des étoiles. Donc j'ai lu le 11 et j'ai lu le 12. Nina au royaume des étoiles? On en parle, le traumatisme là aussi? On est sur l'histoire de cette jeune fille qui, comme vous pouvez le voir, c'est une jeune fille avec des yeux bleus. Dans son monde à elle, c'est très très rare. Et donc, quand la princesse qui a les mêmes yeux bleus qu'elle va mourir, eh bien, au lieu de faire l'annonce publique, le prince qui n'est pas là, ni derrière d'ailleurs, eh bien, il va décider de trouver une fille aux yeux bleus et de faire semblant que la princesse ne soit pas morte et de la choper, cette jeune fille qui est orpheline dans la rue. Hop, il la prend et lui dit, écoute, soit tu meurs, soit tu m'écoutes, tu fais semblant d'être la princesse. Donc il va lui apprendre à faire semblant d'être la princesse, elle va devenir la princesse et elle va vite découvrir que en fait s'il veut qu'elle fasse semblant d'être la princesse, c'est parce qu'il y a un pacte, elle va devoir aller se marier avec le royaume d'à côté qui est un royaume conquérant et envahisseur, sinon bah, il risque d'envahir le pays. Donc elle va devoir se marier avec lui, avec Seth, qui est clairement un psychopathe. Voilà. Sauf que lors de la formation de cette jeune fille pour devenir princesse, elle va vite tomber amoureuse de celui qui l'a capturée et qui l'aide à devenir la princesse, Azul. Et le problème, c'est que quand elle va arriver dans le royaume de Seth, où elle va vite découvrir ce qui se passe aussi avec Seth et tous les entourages, toutes les intrigues politiques et tout, eh bien des liens vont se nouer quand même entre elle et Seth. Là, on arrive, évidemment, il y a énormément de choses qui se sont passées depuis, donc je peux pas vous en parler trop sans vous spoiler, mais sachez que je suis pas contente après Azul. Pas du tout. Parce que de base, c'était Azul mon préféré, et Seth, je pouvais pas le voir. Ah, la balance est inversée là. Là, je suis désolée, mais la balance est inversée, hein. Azul, il a chié dans la colle, mais alors chié dans la colle, mais d'une puissance, mais alors, phénoménale. Notre pauvre bichette là, j'espère que ça va vite se mettre pour elle parce que là, elle est vraiment au fin fond du trou. Et lui, par contre, il commence à devenir un homme capable. Ça j'aime. Ça, je dis oui. Ok, on accepte. Si vous avez les références, on est un peu dans un Klaus. Voilà, on est un Klaus Michelson en puissance, on aime. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite, tout simplement. J'ai lu aussi une BD qui parle de cul. Donc, le titre parle de lui-même. On est sur une jeune femme. J'avais déjà lu un des titres à elle qui est, je sais plus trop où par là, normalement. Et bien elle en a fait une deuxième, donc comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup ce style graphique parce que je ne m'étais même pas rendu compte que c'était la même. Et j'aime beaucoup ce qu'elle véhicule comme message parce que je me retrouve à chaque fois, j'ai l'impression que c'est ma vie qu'elle raconte. Donc j'ai envie de dire, Madame Marie, en plus c'est mon deuxième prénom, j'ai envie de vous dire, il y a un truc à faire entre nous, hein. Parce qu'on a la même vie, c'est pas possible ça. Bon, vous avez les cheveux bouclés, je n'ai pas les cheveux bouclés, je vous l'accorde. On est du coup sur une jeune femme qui nous raconte justement ses déboires sexuels de son adolescence à ses 30 ans. Enfin, déboires, c'est un bien grand mot, mais si quand même, il y a des choses pas cool. Elle nous raconte justement l'acceptation de son corps, en plus c'est une femme ronde, sa sexualité, est-ce qu'elle est hétéro, est-ce qu'elle est bi, est-ce qu'elle est pan, enfin voilà. Toutes ces questionnements qui peuvent arriver et avec aussi des interrogations autour d'elle. Elle en parle à ses amis, leur première fois, leur routine avec leurs copains, au contraire leur célibat, enfin voilà. Il y a toute une relation autour justement du sexe, du corps, de la sexualité même en général, qui est très bien véhiculée, je trouve, c'est très chouette, on en a pour, j'allais dire tous les goûts, oui et non, mais voilà, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Et justement on parle aussi du plaisir féminin, comment il est mis de côté par rapport au plaisir masculin, alors qu'il n'y a aucune raison pourquoi les hommes pourraient être plus remplis que nous, voilà. Donc c'est très chouette, j'ai beaucoup aimé et je dirais pas que j'ai hâte de lire la suite parce qu'il n'y a pas de suite, mais je vais suivre cette autrice avec attention parce que c'est la deuxième que je lis et c'est la deuxième où je me retrouve à 100% dans tout ce qu'elle dit. En fait pas à 100%, mais on va dire à 95%. Donc voilà, j'ai hâte de voir les nouvelles écrits de cette personne. On va arriver dans ce qui vous intéresse justement, je pense le plus, alors que ça fait déjà plus d'une demi-heure je crois que je parle. J'ai lu aussi, ouais j'ai réussi un petit peu à lire. Donc j'ai lu A Watch Guide to Fake Dating with a Demon. Donc on est sur un roman. Donc j'ai lu ce roman au début du mois de septembre. C'est le Pumpkin Challenge. Hein. Le Pumpkin Autumn Challenge, c'est quasiment la lecture là que je fais, c'est que pour valider ça parce que sinon j'avoue que je n'arrive pas trop à lire. Donc on est sur l'histoire d'une jeune femme qui est une sorcière, mais qui est une sorcière pas assez talentueuse d'après sa famille, puisque sa famille c'est une famille de légende, très clairement, et elle n'a que les pouvoirs des plantes. Hein. Un jour elle va vouloir invoquer un paquet de farine, mais elle va se tromper dans la formule,
et elle va invoquer un démon. Ce démon, eh bien, ne peut pas partir tant que le pacte n'a pas été scellé entre eux. Donc on est sur une colocation forcée et une autre trope va s'ajouter à ça. On est sur un fake dating puisque quand sa mère va débarquer, il va se rendre compte de cette personne-là, elle va dire c'est qui, et elle, le premier truc qu'elle va lui sortir, c'est mon petit ami. Et sa mère va être hyper contente du coup parce qu'elle va se dire ah chouette, ma fille qui est incapable va quand même réussir à trouver un mec. Voilà, donc on est sur une famille avec des liens hyper toxiques, une mère abusive au possible, beaucoup. Donc voilà, et on va la voir, cette jeune sorcière, réussir à se dépatouiller de ça justement, de l'emprise de sa mère, de tout aussi ce qu'elle s'auto-flingelle. Et alors d'un côté, on a ce démon qui est, comment dire ça, qui est un démon en fait. Lui il est là pour passer un pacte, il est là pour lui voler son âme tout simplement, parce qu'il en a besoin pour son monde à lui, nanani nanana. Donc il aurait un côté un peu red flag, on va pas se mentir. Mais en fait, il lui arrive un truc que je peux pas vous dire parce que sinon ça va vous spoiler le bouquin, mais ça en devient un green flag en fait. Il dit tout ce qu'il faut. Voilà, c'est clair, net et précis. À chaque fois qu'il y a un problème, ça ne vient quasiment jamais de lui. Ça vient toujours en général de l'entourage. Il y a juste un moment où je crois où s'il y avait eu justement de la communication, le truc aurait pu être défait, mais sinon dans la grosse ligne, c'est pas lui le problème en général, c'est plutôt elle. Et justement la crise des 80%, c'est elle. Enfin, c'est elle. Oui, parce que justement, elle ne prend pas le temps d'écouter son point de vue à lui. Et si elle avait écouté 5 minutes son point de vue à lui, au lieu de faire des conclusions hâtives, eh bien, il n'y aurait pas eu justement cette crise des 80%. Donc, c'est assez chouette. Et j'avais eu peur, parce que j'avais vu justement il n'y avait pas d'entre-deux en fait. Il y a soit les personnes ont adoré, soit les personnes étaient en mode « Ah ouais, tout ça pour ça, il mérite pas sa hype ». Mais en fait, moi je trouvais que si. Enfin, il est pas ouf ici, on va pas se mentir, hein, mais pour que j'ai réussi à le lire alors que je suis en panne de lecture, c'est qu'il est quand même plutôt bien, il est plutôt addictif, il est plutôt bien ficelé. Il y a juste un petit moment qui, moi, m'a un peu gringe, c'est les moments de possessivité, en fait. Il y a un moment où justement il y a des rapports sexuels, hein, c'est spicy. Et les moments où il y a des phrases du type « tu es à moi », j'ai pas envie de lire ça. Désolée, mais ces moments-là, j'étais en mode « oh non ». Voilà, parce que justement, comme je vous disais, on est beaucoup dans du green flag pendant tout le bouquin, en mode voilà, il faut s'assumer, il faut être qui on veut, nanani nanana, du consentement aussi, justement, lui, il veut jamais rien faire tant qu'elle est pas ok, nanani nanana. Et ces moments-là de petits oh non, pas ça. Voilà, mais sinon, j'ai adoré, c'était très chouette. Et ça casse pas trop un patin à un canard, hein, mais c'est un bon moment, c'est ce qu'on veut lire en automne, c'est cosy, c'est tout ce qu'on souhaite. Voilà, faut pas lui en demander plus non plus. Hein. Faut pas lui en demander de faire des caisses, c'est ce qu'on lui demande. C'est une cosy fantasy avec une romance au milieu et point barre, et c'est ce que j'ai eu. Donc je suis contente. J'ai aussi lu, à peine reçu, je l'ai lu, l'anthologie des Twisted Tales, le volume 2, le volume 1, il est ici. Voilà, vous voyez. Et bien j'ai lu le 2 avec ce magnifique laisse-place qu'on adore. Donc là-dedans, on avait des histoires de... Je ne m'en souviens plus parce que je l'ai lu en début de mois. Donc on avait l'histoire de Fée Clochette. Si Fée Clochette était au service de Capitaine Crochet. Ouais, pas ouf. Et on va aussi conduire si Naveen devait retourner à Maldovia, qui ne sert à rien, franchement, cette nouvelle-là, j'ai trouvé nulle. Je l'ai trouvé nulle, désolée, mais il n'y avait pas grand-chose à dire. Un dragon dans la neige. Et si Madame Mime et Marlin avaient étudié ensemble. Oh, celui-là, par contre, cette nouvelle-là, j'en veux une histoire. Je suis désolée, mais justement, j'en avais tellement pas assez, je l'ai trouvée géniale. Mais alors, en fait, elle a fait tout le sel du bouquin. Parce que la plupart des nouvelles, j'étais en mode oh ouais, oh ouais, oh ouais. Mais alors celle-ci, par contre, pépite, pépitas, pépitas. Je sais pas quoi vous dire de plus que celle-ci, elle était génialissime. Chassée, donc si Blanche-Neige avait appris la magie, encore une fois, moi, elle était pas ouf, voire elle servait à rien. Échec et mat royal, alors là c'est si Robin des Bois n'était pas tout à fait exact. Alors ça, j'aimais bien l'intrigue, l'idée, mais par contre la réalisation n'était pas bonne, j'ai trouvé, parce que y avait des prénoms en fait différents, et en fait c'est si Marianne était Robin des Bois, et non pas Robin était Robin des Bois, vous voyez. Et le problème c'est ça, c'est que quand on connaît le mythe original, et qu'on entend Robin, et qu'on découvre qu'il y a un renard avec Petit Jean qui l'aide aussi à chaparder, et que lui il s'appelle Red, alors que dans ta tête, moi je sais que c'est Robin. C'est pas Red, c'est Robin. C'est le vrai Robin. Et ben du coup, c'était perturbant. Et ça, j'ai pas trop aimé.
J'ai bien aimé le fait que ça soit Marianne qui soit le Robin des Bois, mais j'aurais aimé qu'on nous le tourne autrement. Soit on nous retire carrément le Robin des Bois, là, le Red, parce que du coup elle l'a appelé Red, pareil, je n'ai pas compris pourquoi, mais c'est pas grave. Peut-être parce que les renards, eh ben, ils sont orange, mais du coup il aurait fallu l'appeler Orange, pas Red. Bref, on s'en fout. Ou Red Fox. Pour que, bref, arrêtez de digresser. Bref, j'ai bien aimé cette histoire, mais je trouvais que le projet n'était pas aussi bien abouti qu'il aurait dû l'être. Voilà, je dis ça, madame, tu prends pour qui pour parler comme ça. Voilà. Sinon, on a eu un long chemin, donc si Belle avait dû prendre la place de son père à la foire, ça aussi, je trouvais ça très intéressant, mais pas exploité à fond jusqu'au bout. Parce que du coup, en fait, ben, tout ce qui se passe dans La Belle et la Bête, pardon, ne se produit pas. Et c'était intéressant, mais la fin, justement, il me manquait qu'on comprenne que du coup, ça n'avait pas lieu, et donc les conséquences que ça a, le fait que, du coup, la bête reste bête, puisque Belle n'y va pas au château. Bref, j'étais en mode, il me manque un petit truc. Prince malgré lui, et si Bambi ne voulait pas être le grand prince de la forêt, ça, j'ai trouvé ça inintéressant, désolée, mais voilà. Et la table de minuit, et si Rémi avait rencontré Colette en premier. Ça, j'ai trouvé ça chouette aussi. C'était pas mal intéressant parce que du coup, on avait une autre vision des choses. Mais pareil, alors, ça a été bien exploité, mais j'ai trouvé pas assez à fond. Je suis en train de me tirer les cheveux en même temps que je parle. Donc voilà, c'était chouette dans un ensemble, mais il m'a manqué pas mal de choses. Est-ce que je vais les garder? C'est la question. Je sais pas. Parce que ils sont magnifiques. Donc, j'ai envie de garder. Mais en même temps, je suis pas trop enjaillie. Donc, je sais pas. Je me suis débarrassée de pas mal déjà aussi de quasiment tout mes Twist and Tell, vous voyez. Il me reste que ceux qui sont ici. Donc il m'en reste vraiment pas beaucoup. Là, j'ai fini du coup de vous parler de mon update parce que la dernière chose, c'est celle-ci, mais je l'ai pas encore fini. J'en suis à la moitié. Not Underrating. On est sur une romance dans le milieu pornographique entre une réalisatrice de films féministes, pornographiques mais féministes, et un acteur mainstream et qui lui du coup n'a pas du tout la même vision qu'elle des choses. Donc j'en suis à la moitié, donc je ne vais pas vous faire un update. Mais voilà mes lectures que j'ai fait pour la plupart au mois de septembre. Même toutes au mois de septembre. J'espère que quand même cette vidéo vous a plu, même si elle est un petit peu longue, désolée. Je sais que les graphiques c'est pas ce qui vous plaît le plus, mais je vous avoue que en ce moment je lis pas trop de romans, donc je peux pas faire autrement que vous montrer ce que je lis. Voilà. Bon, il y en a quand même quelques-uns à chaque fois, on va pas se mentir, mais pas autant qu'il y en avait avant l'été. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Vous le savez, je suis en train d'écrire tout simplement, donc si vous voulez me soutenir aussi d'un autre moyen, vous pouvez tout simplement aller sur Amazon pour acheter mes bouquins. Donc là, on a Le Feu en héritage, qui est une romantésie autour des dragons. Là, on a Une envie d'apprendre, qui va d'ailleurs à une nouvelle couverture, je ne l'ai plus là, mais voilà, vous la verrez si vous allez sur Amazon, qui a maintenant sa petite version intégrale. Et puis au mois de novembre, on va sortir une romance de Noël. Donc voilà. J'espère que tout va bien pour vous, évidemment, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.